Late & Smart vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Late & Smart. Durant une heure avec mes invités, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité du moment autour de... deux sujets principaux ce soir et puis une kyrielle de petits sujets plus mineurs. D'abord, nous reviendrons sur les suites. C'était un petit peu le feuilleton de cette fin de semaine, les suites de l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune, un dossier devenu très médiatique et donc devenu éminemment politique également. On se demandera notamment si ce n'est pas que le début. Alors le début peut-être d'une suite de faillites un peu retentissantes ou de fermetures comme ça, et puis plus largement d'un automne particulièrement douloureux et donc agité sur le front social. Et puis dans notre deuxième sujet, nous élargirons nos perspectives en commentant les derniers éléments du plan de relance européen qui ont été présentés jeudi par la Commission. Il y a d'une part l'allocation un peu plus précise, des dizaines de milliards d'euros qui seront donnés au pays sous forme de subventions dans le cadre du plan de relance de 750 milliards et la petite musique qui monte peu à peu sur la conditionnalité de ces aides. Vous savez que lors de la négociation de ce sommet européen, les pays dits frugaux avaient beaucoup insisté là-dessus. La Commission à ce stade commence à donner quelques conseils aux pays. On parlera de ça. Et puis dans la dernière partie de l'émission, je demanderai à mes invités de réagir à toute une série de petites actualités à l'étranger qui, ensemble, m'ont semblé soit intéressantes, soit des signaux faibles qui annoncent le monde qui vient. Pour parler de tout ça, je suis en compagnie de Pascal Delima. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste pour le cabinet de conseil Harwell Management. Je cite votre livre récent. La une va s'afficher, la couverture va s'afficher. Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses. Adrien Ten, bonsoir. Bonsoir. Économiste également pour le think tank BSI Economics. Tout à fait. Nicolas Doucerin. Bonsoir Guillaume. Fidèle entrepreneur, vous êtes dans le management de transition avec votre société Valumen. Merci à tous les trois d'être à mes côtés ce soir. Petite apéritif, petit sujet léger, pour le coup amusant, préambule à nos débats. Je vous emmène dans les airs. Regardez cette information. La compagnie aérienne australienne Qantas a lancé la commercialisation d'un vol à destination de... nulle part, un Sydney, mais en 7 heures quand même. Alors qu'est-ce qu'ils font pendant 7 heures? Ils vont survoler les différentes merveilles de leur pays. C'est l'objectif. Et pourquoi? Parce que en fait, dans l'air, il n'y a pas de frontières, donc il n'y a pas de problème de frontières fermées. Et c'est un des sujets en Australie, parce que les frontières, y compris au sein du pays, les frontières entre les États, différents États australiens, sont fermées. Voilà, c'est une fédération. Le vol a été mis en vente hier, et en 10 minutes, l'ensemble des places ont été vendus. Ils disent que c'est un record dans l'histoire de Qantas. Ils ont l'intention de faire pareil. Il y avait eu des précédents. La compagnie de Taïwan a fait ça le jour de leur fête des pères il y a quelques semaines. Pareil pour la compagnie japonaise ANA qui a fait aussi un vol d'1h30 dans les mêmes... Et puis ça donne des idées. Singapore Airlines a dit qu'ils allaient faire pareil. Ça vous inspire quoi? Alors il y a deux... c'est-à-dire que voler pour ne... pas transporter les gens d'un point A ou un point B, alors on peut dire sur le côté écolo, c'est pas génial, on crame du kérosène pour rien. Et en même temps, on a un secteur qui est complètement à la rue, avec globalement quelque chose comme moins 80% y compris aujourd'hui, après le confinement. Et puis bon, voilà, donc il y a une certaine créativité, en tout cas, dans cette réponse de Qantas à la crise du secteur aérien, même si c'est un petit peu anecdotique. Votre réaction, Pascal? Oui, créativité, c'est ce à quoi je pensais, effectivement. On est dans une crise sanitaire qui appelle à plein de créativité, que ce soit pour travailler, que ce soit dans le cadre des innovations, dans le cadre du télétravail, que ce soit dans l'aéronautique. Voilà, c'est un monde qui aujourd'hui fait plein d'idées, plein de créativité. J'espère que d'abord on va premièrement résoudre déjà cette crise sanitaire qui me paraît extrêmement importante, et ensuite qu'on trouvera aussi des leviers un peu raisonnables en matière de créativité. Au-delà de ces leviers raisonnables, il y a des idées parfois un peu loufoques, des choses un peu étranges aussi qui se passent aujourd'hui. Je crois que le monde est en train de basculer aussi un petit peu. Tout le monde se cherche un peu, y compris dans le secteur aérien. Ça vous amuse, ça vous désole, Adrien? Je pense que je vais quand même plutôt retenir l'impact écologique, donc ça me désole un peu. L'économie trouve toujours un moyen, donc c'est bien, on arrive à développer d'autres choses, mais on a tellement mis en avant la nécessité de la transition écologique. L'Australie a beaucoup souffert des feux, des incendies, du réchauffement climatique.
Je ne sais pas si c'est la voie. Voilà, c'est pas un vol qui va faire grand-chose, mais le signal, la symbolique n'est pas géniale. Plusieurs, et en agrégé, on verra ce que ça donne, mais ce n'est pas forcément le signal qu'on a envie de donner pour l'économie de demain. Nicolas, une réaction, de quel côté vous penchez ? Écoutez, déjà, moi sur le plaisir, mardi dernier, j'ai mis 7 heures mais pour faire Paris-Brest avec Air France, et ça a été une vraie galère, avec 3 tentatives d'atterrissage loupées. Détournement de l'avion en direction de Lorient, puis attente d'un bus, puis ensuite transfert en bus 1h40. Moi, j'ai mis 7 heures, mais pour faire Paris-Brest. Bon, voilà. Donc ça avait un lien avec la crise sanitaire ou c'était juste... Non, pas du tout. C'était la météo sur Brest. D'accord. On se trouvait qu'il y avait du brouillard et on a eu quelques petits essais d'atterrissage, puis de redécollage plein gaz. Donc, c'était pour une autre situation. Voilà, j'ai vécu ça mardi. Non, c'est juste le petit clin d'œil. Moi, voilà, j'aime bien le bon sens. Je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Alors c'est touristique, hein, parce qu'ils vont quand même voler pas très haut, et donc ils vont regarder. Voilà, Oui, voilà. Enfin, bon, je trouve que c'est un non-sens. Ça n'a pas du tout le moindre intérêt. Maintenant, ce qui est intéressant, et si on veut retenir quelque chose de positif, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une crise, c'est avoir cette capacité de saisir des opportunités. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre monde est en train de se transformer. Et c'est vrai que la crise a tendance évidemment à accélérer. Et aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est la transformation, c'est la créativité et c'est profiter de la crise pour saisir les opportunités. Donc revenir au bon sens, être au contact de ses clients, comprendre les enjeux, les modes de consommation, adapter son modèle économique, transformer ses modèles. Et je crois que tout l'enjeu, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec le plan européen et les centaines de milliards qu'on investit, c'est pas pour mettre sous perfusion notre économie et nos entreprises, c'est utiliser intelligemment cet argent pour le réinvestir et transformer nos modèles économiques pour permettre finalement de résister et ensuite de rebondir. C'est ça l'enjeu de cette crise. Je vais rester 2 minutes sur le transport aérien. Tiens, tenez, il y a le débat aujourd'hui sur le fait d'imposer le kérosène, comme on impose l'essence et le diesel. Est-ce que c'est le moment, sachant que le secteur est à terre, de lui rajouter, on parle de 4 milliards d'euros de taxes supplémentaires, ou est-ce qu'il faut le faire quand même, parce que de toute façon, sinon, c'est jamais le moment, sachant que, objectivement, il y a un décalage qu'on peut considérer comme aberrant sur le fait que quand on fait soi-même le plein d'essence de sa voiture, on a, 70-80% de taxes. Il n'y a quasiment pas de taxes sur le kérosène parce qu'effectivement, personne ne s'est jamais mis d'accord au niveau international. Donc, on peut comprendre qu'il faille un accord au niveau international. Voilà, comme on est dans l'aérien, Adrien, là, vous étiez sur le côté, c'est complètement idiot de voler pour rien. A fortiori, voilà, sur la dimension, vous avez eu la lecture écologique de cette information. Sur cette question de la taxation du secteur aérien, l'argument attendant qu'il se remette un peu mieux, est-ce que vous l'entendez ou pas ? Alors, je l'entends et je pense... Pour présenter la jeune génération. Oui, bien sûr, mais je l'entends et je pense que ce n'est pas forcément incompatible. On peut annoncer une future taxation, mettre en place une trajectoire lisible qui permette l'innovation, qui permette de s'adapter, qui laisse le temps. On peut co-construire avec les industries, peut-être pas contre les industries, mais avec elles, leur laisser le temps de s'adapter en leur disant à terme, on va vers ça. Il y aura une taxation du kérosène, ça répond à des objectifs écologiques, ça répond aux contraintes du monde de demain, mais faisons-le ensemble. Quel calendrier vous est possible ? Vos contraintes aujourd'hui, elles sont fortes, vous souffrez beaucoup. Comment est-ce qu'on y va ensemble ? Et je pense qu'on peut construire une solution. Sur ce type de... Oui, non, bien sûr, non, ça peut... Attendre que ça aille mieux ou y aller parce mais il ne faut pas oublier aussi le côté industriel. Hein. Il y a la possibilité aussi que ces compagnies aériennes se mettent enfin une bonne fois pour toutes à coopérer sur des trajets plus courts, sur des hubs un peu plus intelligents. Et je pense que là aussi, il y a matière à gagner en termes d'écologie. Hein, c'est qu'on oublie parfois que l'absence de coopération, ce qu'on appelle la coopétition, hein, c'est une concurrence, mais il y a également une coopération sur les trajectoires, sur les voyages, hein, sur les distances. Cette absence de coopétition, finalement, a énormément nuit aussi à l'écologie. Donc kérosène, oui, ok, bien sûr, mais attention à ce que derrière, on ne vienne pas encore faire des trajets extrêmement longs sur un seul vol, voilà, avec l'absence de synergie entre compagnies. Secteur qui doit se réinventer. Donc, ce que vous disiez, profiter des crises pour se réinventer et saisir les opportunités. Notre cœur de business, c'est d'accompagner justement ces transitions. Et effectivement, on a 3 espaces-temps à gérer. Il y a le court terme, parce que là, la crise que traversent notamment les compagnies et j'allais dire tous les sous-traitants, tous ceux qui sont dans l'écosystème, est dramatique. Il faut gérer ce court terme. Il y a le moyen et il y a le long terme. Ce qui me semble vraiment important aujourd'hui dans les politiques que nous menons, c'est redonner une vision, un projet et une perspective à 20, 30, 40 ans. On le voit, c'est dramatique. C'est vrai que c'est passé un peu inaperçu durant cet été, mais l'arrêt définitif de l'Airbus A380,
qui est un projet qui a été initié, je vais sans doute me tromper, il y a peut-être déjà au moins 20 ans. On le voit bien qu'aujourd'hui, c'est un avion fantastique. J'ai eu la chance de le prendre 2 fois dans ma vie, mais qui consomme beaucoup trop et qui ne correspond plus aux normes. Et c'est donc un échec industriel à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est compliqué de raisonner à 30 ans, parce qu'il y a François Bayrou qui arrive pour faire ça. Mais ça veut dire que c'est compliqué de faire des paris à 30 ans, parce que c'est compliqué de savoir dans quelle direction va le vent, pour parler un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Par définition, on est obligé de prendre des risques. Quand on a lancé la 380, tout le monde disait c'est formidable. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'aussi, on a la chance, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on change de braquet, on met une politique incitative sur telle taxe, tel sujet. C'est tout le sujet de l'électricité aujourd'hui. Voilà. La France a fait le choix de l'électricité à coup de subventions massives auprès de nos constructeurs automobiles, parce qu'on sait que Renault et PSA d'ailleurs ont suivi derrière en investissant massivement. Est-ce que l'électricité au niveau des voitures représente l'avenir à 20 ans? On n'en est pas tout sûr. Moi, j'habite dans un petit village. J'ai Air Liquide qui est à côté avec le premier centre de recherche. On travaille sur l'hydrogène depuis très longtemps. On sait qu'aujourd'hui, il y a des avantages énormes avec l'hydrogène. Bon, ben voilà, on a plutôt fait le choix de l'électricité, même si là, on a l'air de réorienter un peu plus vers l'hydrogène. Mais on voit qu'il y a des choix stratégiques qui sont très importants. Je prends un dernier exemple qui concerne... Oui, après on passera, c'est pas l'inverse du sujet suivant. Mais... on parle aujourd'hui des pompes à chaleur. Quand il y a encore 4 ans, on faisait la promotion et on subventionnait massivement les chaudières au gaz, que j'ai changé moi-même d'ailleurs il y a 5 ans. Oui. Et 3 mois après l'avoir changé, toutes les subventions ont été arrêtées pour tout réaxer au niveau des pompes à chaleur. Et on ne peut plus avoir de politique court-termiste comme ça à 5 ans, suivant l'arrivée de tel gouvernement ou de tel ministre. Il faut avoir beaucoup plus de visibilité pour stabiliser et faire des investissements intelligents, parce que par définition, tout ce qu'on a subventionné au niveau de nos chaudières pendant des années, par définition, ça ne sert à rien, parce que maintenant, on vous dit, vous allez avoir 9 ans pour changer votre chaudière que l'État a subventionné en partie, pour ensuite repartir sur les pompes à chaleur. C'est ça qui est compliqué. Allez, le vol de Qantas nous a emmené loin jusqu'aux pompes à chaleur et aux chaudières. C'est ma faute. C'est pas l'inverse du sujet suivant. Allez, tout de suite, on parle de Bridgestone et surtout de la suite. Élus et syndicats se réuniront lundi avec les ministres du Travail et de l'Industrie à Béthune pour Béthune, le lieu où se trouve l'usine Bridgestone dont on a appris hier. Vous le savez, la fermeture, on en parlait hier également autour de cette même table. Le dossier est éminemment médiatique et politique. L'entreprise, l'usine en tout cas, emploie à date 863 personnes qui sont donc sur le point de perdre leur travail. C'est comme souvent ces dossiers d'usines, très symboliques, d'usines qui ferment, c'est quelque chose de très visible, malheureusement. On nous annonce depuis des semaines, effectivement, un automne difficile avec beaucoup de plans sociaux, etc. Vraisemblablement, ce sujet n'a rien à voir avec la crise sanitaire, même si la mauvaise santé du secteur automobile ne peut pas aider un fabricant de pneus. C'était, on peut l'imaginer, prévu auparavant, ou en tout cas anticipé. On savait que cette usine avait des difficultés. Est-ce qu'il faut s'attendre, au-delà de ce sujet Bridgestone, qui va être un feuilleton médiatique avec des grandes réunions, et il faut craindre que l'issue soit plutôt fatale pour l'usine. Un enchaînement de sujets comme ça, pire que d'habitude cet automne, selon vous, Nicolas Doucerin. Alors on nous annonce évidemment les plans sociaux, une hausse du chômage, mais avec des dossiers très symboliques comme ça, c'est-à-dire une unité complète qui dit j'arrête, je ferme, ce qui est beaucoup plus visible que des intérimaires qui ne retrouvent pas du boulot, ce qui est beaucoup plus avec un impact beaucoup plus important sur les chiffres du chômage, d'ailleurs, au passage. Oui, bien plus important, parce que derrière cette usine, on le voit bien, il y a des dizaines, des centaines de sous-traitants, d'intérimaires. Ce n'est pas uniquement les 860 collaborateurs qui sont durement impactés, c'est tout un écosystème, tout un environnement qui est durement... Pour avoir bien connu la crise de 2008, auquel j'étais confronté, je rappelle qu'en France, malheureusement, chaque année, on a en moyenne à peu près 55 000 faillites d'entreprises de toute taille. C'est vrai que là, on nous annonce c'est un automne qui va être plus qu'agité. Ça va être les montagnes russes. On devrait atteindre malheureusement entre 70 000 et 80 000 faillites par an. Et c'est pas l'automne qui va être agité, c'est l'hiver et c'est le printemps prochain. Ouais. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans un tunnel, malgré les aides de l'État, malgré les discours de nos politiques. On a, par définition, tous ceux qui étaient fragiles bien avant la crise liée au Covid, déjà, et qui là se retrouvent fracassés.
On a ceux qui étaient sur la tangente et dont la crise a durement impacté un grand nombre de secteurs. On le recite toujours, l'événementiel, tout ce qui touche à la communication, le tourisme, la restauration, la culture, l'aéronautique, l'automobile, on le voit. Donc ceux-là, ils sont durement frappés. Je rappelle qu'on a prêté massivement de l'argent. Je ne vais pas dire sans contrôle, c'est un peu injuste, mais on a quand même ouvert les vannes massivement. Que c'est maintenant que les chefs d'entreprise vont devoir prendre leurs responsabilités en disant « je rembourse le prêt de l'État, le fameux PGE, ou je décide de le rééchelonner, à quelles conditions, quel taux d'intérêt ?» Que vont demander les banques ? Toute la dette d'entreprise qui préexistait, qui a été gelée pendant le... Moi, on le voit bien, toutes les dettes URSSAF, les charges, la CIPAV, toutes les retraites, on le voit bien, ça a été gelé pendant 6 mois. Maintenant, il faut reprendre, cette dette, elle pèse, et c'est maintenant que ça a pesé très lourd. Tous ceux qui n'ont pas la trésorerie, qui n'ont pas réussi à transformer leur modèle et qui ne retrouvent pas l'oxygène nécessaire pour recréer tout simplement de la richesse et de la valeur, malheureusement, elles vont être confrontées à des faillites, et donc on va vers 9 mois qui vont être particulièrement compliqués dans les Alors là, on est dans de l'industrie très traditionnelle, fabricant de pneus. On se souvient des dossiers Goodyear, des dossiers Continental, dans la même région d'ailleurs. Donc c'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qui fait selon vous que ce dossier émerge particulièrement ? Est-ce que c'est parce que c'est le premier, enfin en tout cas depuis la période récente, ou parce que voilà, c'est une usine en dur comme ça, c'est toujours particulièrement visible et donc symbolique. Adrien ? Alors, je pense que c'est la seconde option que vous venez de citer. Et comme le disait Nicolas, cette crise, elle s'installe sur un terreau qui était déjà un peu branlant pour un certain nombre d'acteurs économiques. C'était notamment le cas pour l'industrie. Ça fait très longtemps qu'on parle de la santé de l'industrie française. Ça fait très longtemps qu'on parle de la difficulté de maintenir des usines au sein du territoire, notamment des territoires qui sont sinistrés depuis longtemps. Les inégalités s'additionnent d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est un peu la seconde option. C'est un dossier emblématique qui arrive après la crise où on a entendu beaucoup d'hommes politiques prendre parti pour dire on va sauver l'industrie française. Cette crise, c'est l'opportunité de la relocalisation, c'est l'opportunité de repenser la chaîne de valeur, c'est l'opportunité de ramener chez nous des compétences et des productions. Dans les faits, en sortie de crise, ce qu'on voit, c'est que ceux qui étaient déjà fragiles avant le seront peut-être encore plus après, et que inverser cette dynamique, ça va être très compliqué. Le ministre de l'économie était particulièrement virulent, je le citais hier, tout était révoltant dans cette affaire selon lui. Est-ce qu'il n'est pas particulièrement en pointe dans ce dossier, enfin en tout cas vocalement, oralement, que précisément on nous sert depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, ce discours sur il faut réindustrialiser, il faut relocaliser, alors qu'on voit qu'on a quand même un sérieux problème manifestement, de compétitivité, et que ça peut éventuellement mettre à mal cette idée que l'industrie française a un grand avenir. Il y a plusieurs questions. Si on regarde un peu les raisons industrielles finalement de la fermeture de cette usine, on voit que le Japon avait tout simplement failli en matière d'investissement, parce qu'il y avait des investissements à réaliser, des investissements innovants sur de nouveaux pneus, etc. Les pneus... ils ont préféré les faire en Pologne, mais c'est leur droit. Il fallait des pneus plus gros, parce que 40% des ventes aujourd'hui, c'est des... SUV avec des... C'est ce que dit un peu... La vraie raison industrielle, elle est là. Donc finalement, quelque part, si on s'en tient uniquement au... Oui, mais le groupe, il a fait ses choix... Le problème, c'est que Bridgestone fait quand même 3 milliards de résultats nets, il y a 500 millions en France, et qu'on a ici une concurrence probablement qui se fait à partir de profits positifs. C'est une notion un peu... C'est simple à comprendre, c'est qu'il y a des boîtes qui se font concurrence, elles font des profits, mais elles se font concurrence sur les profits les plus élevés. Donc c'est pas obligé, si vous voulez, d'être en négatif pour fermer une usine, et c'est ce qui se passe. Et je pense que le site de Béthune a souffert d'une concurrence internationale qui pose une question épineuse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut reconstruire, parce qu'on veut reconstruire une Europe industrielle. Est-ce qu'on peut reconstruire aujourd'hui une Europe industrielle avec des fleurons, alors le japonais en l'occurrence, étrangers, systématiquement. Donc c'est cette question-là, moi je dirais d'une certaine façon... mais je crois que Continental vient de fermer une unité en Allemagne, c'est chez eux, donc je ne suis pas certain qu'il faille dire que c'est les méchants japonais. Enfin, je sais pas, tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réguler aussi un peu tout cela pour défendre nos intérêts ? Moi je trouve qu'on n'arrive plus aujourd'hui à défendre nos intérêts qui sont les emplois en France.
C'est très compliqué dans une Europe. En tout cas, c'est le discours. Le discours, c'est on va de nouveau essayer de défendre l'emploi en France et en tout cas de le solliciter. Alors, mais là, on voit qu'on a un sujet de... Concrètement, il faudrait aussi pouvoir un petit peu améliorer le dialogue social aussi et essayer de dire à ces entreprises qui sont en profit positif, en fait, de ne pas se faire une concurrence sur ces montants de profit positifs. Et donc, effectivement, si c'était négatif, si le site de bitume était complètement à la ramasse et qu'il n'y avait rien à faire... je ne connais pas le détail, mais c'est ce qu'ils disent quand même. Sur le terrain économique, on ne peut pas reprocher à une entreprise de fermer un site qui est totalement déficitaire. Enfin, ou alors, j'ai rien compris. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait probablement quelque chose à faire. Mais enfin, ceci dit, si on revient de manière un peu plus large, il faut observer quand même... Au-delà de ce cas de figure, vous avez raison. Au-delà de ce cas de figure, la vraie raison, c'est pourquoi est-ce qu'on a désindustrialisé la France depuis 30 ans. La vraie raison, modestement, de mes 44 ans, ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise, donc je peux me permettre de parler presque commencé très jeune, comme un senior, parce que j'ai commencé très jeune. J'ai ressorti des bulletins de paye de l'époque, il y a 25 ans et d'aujourd'hui. Mais il faut voir l'évolution de l'imposition des charges patronales, salariales, depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut expliquer... Alors on revient à cette idée de compétitivité. On en revient. On ne peut pas mettre en place, donc, surimposer, mettre des services publics colossaux, gaspiller l'argent, mettre en place les 35 heures, je suis désolé de le dire, on le voit bien. Ils étaient à 32 à habitude. 32, très bien. Depuis qu'on a figé, imposé, rigidifié les 35 heures pour tout le monde, qu'on soit une TPE de 2 personnes ou un groupe de 100 000 personnes, il y a ceux qui ont les moyens de se le payer, ceux qui n'ont pas eu les moyens. On voit bien qu'on a rigidifié, on a complexifié, on a alourdi, et c'est pour ça que la France a perdu son industrie. À l'inverse de l'Allemagne, on peut citer l'inverse de l'Allemagne. L'Allemagne a une fiscalité qui est très élevée, mais l'Allemagne a fait le choix de l'excellence, la très haute technologie. Ils continuent de fabriquer leurs voitures, les Allemands. BMW, Mercedes, pas partout, mais une grande partie de leur production est faite en Allemagne. Mais ils ont ciblé le haut de gamme, le premium. Ils ont choisi la très haute technologie à très forte valeur ajoutée. Le problème de la France, c'est qu'on est resté dans beaucoup de secteurs, pas dans tous les secteurs, dans le luxe, mais dans beaucoup de secteurs, on est resté au milieu. Et quand vous êtes au milieu, eh bien, il y a une marque, il y a une dégradation avec une fiscalité qui s'est lourdement, et c'est pour ça qu'on a perdu plus d'1,5 million d'emplois depuis 30 ans. On ne peut pas le récupérer, répercuter dans les prix. Le problème du site de bitume, c'est que l'entreprise n'était pas totalement à l'ouest sur le terrain économique. Non. Il y avait des moyens de... C'est 3 milliards en 2019, 500 millions en 2019 sur le site France. Voilà, donc il y a aussi... L'activité France, parce qu'ils ont une activité commerciale en France importante qui conserve. Ils continuent à vendre des pneus. Mais là, je parlais, au niveau industriel, je parlais de manière beaucoup plus globale. Vous savez qu'en 2008, moi, j'ai accompagné un groupe qui est le groupe ArcelorMittal. Je peux dire qu'on a fermé, le Nord a été très durement impacté jusqu'à la Belgique. Il y a eu des concentrations, on a fermé énormément d'usines avec énormément de licenciements et on le voit bien parce que la France n'est plus suffisamment compétitive. Donc oui, on peut aller investir effectivement en Pologne, aller dans d'autres pays plus compétitifs. C'est le jeu européen et c'est là où on voit que l'Europe a un rôle majeur à jouer. À commencer par une chose que j'entends depuis 25 ans, c'est l'harmonisation fiscale. Alors on y va petit à petit malgré tout, ça a tendance à se réduire. Mais qu'est-ce que c'est long quand des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Chine avancent mais 10 fois plus vite que nous sur ces questions-là. Et c'est vrai que là-dessus, on a du mal. Je voudrais vous faire réagir il y a 1 ou 2 jours, là, des médias qui se sont fait écho de propos rapportés d'Édouard Philippe. Nous allons affronter une tempête, une grave crise économique, une grave crise sociale à très court terme. Il est très noir, l'ancien Premier ministre. Alors, effectivement, il n'est plus Premier ministre, donc il peut dire ce qu'il pense, contrairement à auparavant. Vous comprenez qu'on puisse être très noir, au-delà de la question sanitaire, malgré les dizaines et les centaines de milliards dont on va reparler juste après, dans la situation, dans le contexte actuel, Adrien Ten. Alors, tout à fait. Enfin, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Édouard Philippe vient le confirmer. Si on reprend un pas de recul sur les mesures décidées notamment par la France pour soutenir l'activité pendant le coronavirus, la crise, c'était des mesures temporaires. Donc, elles n'ont pas vocation à réparer ou à solidifier pour demain. Elles étaient là pour dire vous ne pouvez bouger cette activité économique. On met en activité partielle, on met le PGE, mais à un moment,
tout ça, ça s'arrête. Il va se passer quelque chose. Le plan de relance européen que vous mentionnez et dont on reparlera plus tard, c'est un plan qui est essentiellement structurel. Il n'y a pas énormément d'aspects conjoncturels dans ce plan. On construit pour plus tard. Oui. Ça ne va pas régler non plus le problème de Bridgestone, hein, les milliards de Madame van der Leyen. Voilà, mais ça met du temps tout ça. Et dans l'intervalle, il y a des mesures de support qui vont s'arrêter, des mesures de soutien qui vont s'arrêter. Et le moment de l'addition va arriver. Pascal, l'automne, l'hiver sera chaud, agité, noir? Oui. Vous voulez être optimiste? Optimiste, il faut l'être. Hein. Les indicateurs quand même d'attractivité de la France, notamment de Ernst & Young, sont bons. C'est vrai ce que vous dites, hein, mais il y a aussi moyen de réinvestir en France, en particulier sur les métiers de demain, sur l'innovation. Sur les métiers de demain, je crois que personne n'a doute. Le problème, c'est les métiers d'aujourd'hui. Oui, mais c'est lié, parce que si vous voulez, je ne suis pas sûr que Bridgestone n'aurait pas eu intérêt aussi à investir un petit peu avant sur des innovations plus modernes pour construire des pneus plus adaptés à la demande, etc. Donc on est aussi dans le sujet. Mais je voudrais juste dire une petite chose qui me semble importante. Ouais. C'est que pour moi, et je reviens un tout petit peu en arrière, mais les deux principales raisons qui font que Bridgestone a échoué, c'est le dialogue social qui est épouvantable en France. Et je suis presque persuadé que les tensions entre la France et le Japon, depuis l'affaire de Carlos Ghosn, n'ont fait que s'intensifier. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une raison plus politique et de dialogue social qu'une vraie raison finalement fondamentalement économique. Oui. À propos de dialogue social, il faut rappeler qu'à Béthune, il y a un peu plus d'un an, ils ont fait un référendum. Ils avaient négocié un espèce de plan de passer de 32 à 34 heures, payer 33, c'est-à-dire 2 heures de plus avec, pas les 2 heures payées intégralement, mais 1 heure pour progresser un petit peu en compétitivité. Ça a été rejeté à 60% par les salariés à l'époque. Donc, malgré des mois de discussion. Allez, on va parler aux milliards de l'Europe qui, on l'espère, vont nous sauver, en tout cas, vont nous aider à progresser à l'avenir. Les milliards de l'Europe. Regardez ce tableau. On a depuis jeudi des petites précisions sur les milliards qui vont être attribués à chacun des pays dans le cadre du plan de relance qui a été, vous le savez, négocié par l'ensemble des 27, négocié durement. Ça a pris 4 jours, souvenez-vous, c'était en juillet à Bruxelles. Italie, c'est précis, 65,46. Espagne, 59,17. La France, un petit peu moins que prévu, on attendait 40 milliards, 37,39. Pologne, 23,06. Allemagne, 22,7. Voilà, Grèce, 16,2. Roumanie, au total 312 milliards sur les 395 milliards de la partie subvention de ce plan de 750 milliards. Alors, effectivement, ça avait négocié durement pendant 4 jours à Bruxelles parce que un certain nombre de pays dits frugaux, Pays-Bas en tête, qui menait le combat, avait à la fois insisté pour essayer de limiter ces enveloppes et aussi, surtout, dans un deuxième temps, croit-on savoir, sur effectivement les contreparties qu'il fallait demander au pays pour, en échange de ces subventions. 12 papiers, là, regarde, du Monde, plan de relance européen, les recommandations à haut risque de la Commission, parce qu'effectivement, il va falloir y aller petit à petit pour imposer, en tout cas, à ce stade, c'est des conseils qui vont être donnés au pays pour recevoir cet argent. Alors, il y a une dimension globale, accélérer la transition écologique et numérique, ça c'est 37% de l'ensemble du plan, 20% pour la transition numérique, et puis des rappels de recommandations qui sont récurrentes de la Commission envers les pays. J'en cite juste 3 pour la France: améliorer l'environnement réglementaire, réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, ça ferait plaisir à Nicolas, simplifier le système fiscal, là encore. Pour l'Italie, c'est améliorer l'efficience du système judiciaire et l'efficacité de l'administration publique. Pour la Pologne, par exemple, voilà, améliorer le climat d'investissement, virgule, en particulier en préservant l'indépendance de la justice. Est-ce que ces réformes, ces mesures, ces conseils, est-ce que la Commission va avoir vraiment à la main, en tout cas plus que d'habitude, selon vous, compte tenu du fait qu'elle a ces 3 à 400 milliards d'euros à distribuer et qu'elle a prévu de le faire en étant extrêmement vigilante sur l'utilisation de ces fonds? Est-ce que, au-delà des montants, est-ce que dans le principe de l'attribution et du suivi, ça peut changer les choses selon vous, Nicolas? Oui, alors... Qui appelait sûrement ces réformes comme... Oui, bon, je ne vais pas dire le contraire de ce que je dis. Je pense qu'il faut... Les sommes, en fait, que les États vont investir sont plutôt, a priori, des sommes pour transformer nos modèles économiques, avec des orientations... Oui, je ne dis rien, c'est pas pour boucher les trous. Des grandes orientations. Maintenant, ce que j'ai un peu de mal à voir en tant que patron de PME, c'est de manière tangible
concrète, comment ça va se matérialiser. C'est ça, en fait, le problème. On a l'impression de prendre des grandes décisions à coût de centaines de milliards. L'endettement, on l'a. Quand on paye nos impôts, ça, c'est concret, c'est pragmatique. On a nos charges, nos impôts, ça tombe tous les mois, tous les trimestres. Ça, voilà, tout le monde le voit Alors, bien. il est censé se matérialiser au travers du plan de relance français, puisque voilà, les 35 à 40 milliards, 100 milliards, voilà, 100 c'est une milliards. partie de nos 100 milliards, les 100 milliards. Alors, c'est une partie de 100 milliards ou c'est ajouté aux 100 milliards? Non, c'est une partie, c'est pas en plus. Non, malheureusement, c'est une partie. Donc voilà, de l'argent qui est déjà prévu, quasiment déjà dépensé par la France. Ce qui va bien, c'est que je trouve que les sommes qui sont, j'allais dire, prêtées aux États, on ne fixe pas visiblement les mêmes règles à chaque pays. Je trouve qu'en termes d'agilité, c'est plutôt bon, parce qu'effectivement, les problèmes de l'Italie ne sont pas les problèmes de la France, de l'Allemagne, d'un certain nombre de pays. Et en ça, je trouve que c'est plutôt positif. Maintenant, c'est de l'argent. Je rappelle qu'on va principalement endetter nos jeunes. Je le répète, ça paraît abstrait pour nos jeunes, mais il ne faut pas oublier que toutes les dettes que nous sommes en train de contracter, c'est une dette colossale qu'on va laisser sur nos jeunes. On se plaignait déjà de nos 2200 milliards. Là, on va voir à quel montant on va se retrouver en fin d'année. Et que un élément qui me semble essentiel, c'est que ce soit de l'argent qui soit pleinement investi pour assurer des transitions, transformer encore une fois les modèles économiques, pour tout simplement préparer de meilleures perspectives pour tous nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont durement confrontés aujourd'hui. Adrien, est-ce que vous croyez que la Commission, supposé que ce soit souhaitable, sera en capacité politique d'agir plus que d'habitude, de surveiller, d'effectuer ce suivi qui était un peu le compromis, qui a été obtenu à Bruxelles à l'initiative des frugaux, comme je le disais, Pays-Bas en tête? Bon, la question est évidemment complexe, en la simplifiant un peu. D'un côté, vous avez un grand pas qui a été fait vers un plus grand fédéralisme, pour d'autres termes, européen, notamment avec cette partie subvention, avec l'endettement commun qui va être porté par l'Union européenne. C'est quand même des grands pas en avant. C'était l'élément symbolique très fort, effectivement. Il est normal qu'il y a ces éléments symboliques très forts, devraient correspondre un contrôle ou un accroissement de la surveillance européenne et de la parole européenne sur les plans nationaux. L'histoire récente de l'Europe montre qu'on peut avoir des doutes sur la capacité à changer. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est pour ça que c'est le thème du... Sur la capacité à changer rapidement. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un jeu à nouveau entre les échelons nationaux et communautaires sur ces sujets-là? Certainement. Qui va gagner à la fin? Je ne peux pas le deviner, mais la Commission européenne a quand même des armes importantes. Les subventions sont quand même très contrôlées. Les 4 frugaux que vous mentionnez vont regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est la contrepartie qui leur a été donnée pour accepter ça. Donc, c'est non seulement la Commission, mais c'est la Commission sous l'œil vigilant de gens qui n'ont pas envie que cet argent soit dépensé, ou en tout cas pas inutilement. Donc, pour répondre très simplement, oui, il y a quand même des chances que le dialogue se rééquilibre un peu et aille vers plus de communautarisme sur ce sujet-là. Pascal, on avait parlé d'un changement de paradigme avec l'accord européen donc sur ce plan de relance, et notamment sa dimension subvention, le fait que l'Union va s'endetter en son nom propre, c'est-à-dire collectivement. Est-ce que vous croyez ou pas aux conditions, c'est-à-dire au fait que voilà, les pays ne pourront pas faire ce qu'ils veulent de cet argent, ce qui en général a été le cas jusqu'ici, pour être... D'une certaine façon, oui, c'est tout à fait normal que les pays finalement qui se sont le mieux sortis de la crise sanitaire quelque part aient aussi un droit de regard sur et plus qu'un droit de regard et une initiative. Alors, je trouve que c'est par ailleurs les plus vertueux budgétairement, les frugaux. Voilà, c'était l'antithèse d'après. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout ça c'est bien, c'est contrôlé, etc. La contrepartie de tout cela, c'est qu'effectivement les pays du Sud, je pense, craignent en particulier qu'il y ait un retour du modèle Troïka, finalement, c'est-à-dire où vous allez mettre en place des politiques économiques d'austérité, où vous allez... Et ça, l'austérité, je pense que les citoyens en ont carrément marre. Et troisième point, c'est qu'on nous parlait d'une Europe qui allait se rénover politiquement, qui allait se rénover dans son modèle économique, etc. Et il est écrit noir sur blanc sur le texte de la Commission européenne que c'est encore le libre-échange. J'ai rien contre le libre-échange, je pèse juste les éléments, et que ce sera encore le libre-échange, concurrence, etc. Donc, c'est un peu ce sur quoi était basée l'Union européenne au départ quand même, donc voilà, c'est compliqué de revenir totalement en arrière là-dessus. Bien sûr, oui, c'est vrai, je peux, tout à fait. En tout cas, c'est dans les traités. Mais donc du coup, ça va décevoir beaucoup de monde. C'est ça que vous voulez dire. Oui, d'accord. Je pense que ça va énormément. Je ne sais pas si on va vers une Europe, parce qu'il y a le côté mutualisant de la dette, donc ça c'était plutôt sympathique.
Et puis il y a le côté des contreparties de ces subventionnements qui ressemblent un tout petit peu. Voilà, on va se retrouver avec des concurrences entre États européens aussi sur des appels d'offres. Alors quand vous parliez de la Troïka, c'est le sentiment pour ces pays. Alors c'était le cas avec la Grèce qui avait été effectivement un petit peu humiliée, on l'avait dit à l'époque. C'est ce sur quoi M. Conte, le président du Conseil italien, s'est battu. Hein. Effectivement, il ne voulait pas de contrepartie, de donner le sentiment que Bruxelles, à défaut du FMI, ait son mot à dire. Ça vous choque que Bruxelles ait son mot à dire sur l'argent à venir, au sens des espèces des fonctionnaires invisibles et anonymes par rapport à des dirigeants élus de pays démocratiques, l'Italie, l'Espagne, la France aussi, on fait partie des pays du Sud d'un point de vue économique. Non mais encore une fois, quand on fait un emprunt aussi important et finalement on colle la dette aux jeunes, il est normal de contrôler l'argent que l'on prête. Je suis absolument pas choqué. Je parlais dans une de ces émissions, quand j'ai bénéficié du prêt PGE pour ma structure, j'ai trouvé complètement normal de ne pas pouvoir, je sais que ça en choque certains, mais de ne pas distribuer de dividendes cette année, de renforcer mes fonds propres et de contribuer. On m'aide, on m'apporte une aide, je suis content de l'obtenir, je fais aussi l'effort en tant qu'actionnaire majoritaire dans ma structure. Ça me semble être du bon sens. Je suis pour le contrôle. Et du point de vue politique, le sujet, c'est les opinions. Hein. C'est aussi ce qu'évoque Pascal. Les opinions, à partir du moment où on bénéficie d'aide, à tout niveau, on doit pouvoir être contrôlé. Par contre, ce qui est insupportable, c'est la suspicion. C'est quand systématiquement on contrôle avec la suspicion qu'on a pu frauder, etc. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable. Et ça, c'est un gros problème en France. On parle souvent de suspicion, alors que dans une très grande majorité, on a, et heureusement, des chefs d'entreprise qui sont responsables, qui ne fraudent pas et pour lesquels on peut peut-être accorder le droit à l'erreur qui a été mis en place maintenant par Emmanuel Macron. Mais je ne suis absolument pas choqué. À partir du moment où on prête de l'argent, on doit pouvoir contrôler. Ça me semble, ça fait partie du deal. Nous-mêmes, d'ailleurs, à titre individuel, on prêterait de l'argent. On va jeter quand même un coup d'œil, on va participer. Enfin, on va s'assurer que l'argent qu'on a prêté éventuellement à un ami ou à quelqu'un est quand même utilisé à bon escient. Ça me semble. C'est juste du bon sens. Il y a des questions de souveraineté par rapport. Oui, aussi une question économique. Dans ce cas-là, on ne prend pas l'argent. Les critères de subventionnement, c'est le PIB par habitant, le taux de chômage. Ça, c'est pas forcément de l'économie. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des pays, mais on ne va pas chercher les avantages comparatifs des différents pays et là où ils ont pu se faire par rapport à leurs avantages fiscales, bien sûr. Oui. Donc voilà, il y a aussi de quoi critiquer en matière de critères de subventionnement. Adrien, est-ce que Mme von der Leyen a une responsabilité historique ? Je vous pose des questions. Précisément, voilà, elle vient d'arriver, il y a cet énorme plan de relance, elle a proposé de relever les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Elle-même en tant que présidente de la Commission et l'actuel Parlement. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ensemble, l'exécutif et le législatif européen est vraiment à un moment peut-être clé de l'histoire par rapport à toutes ces tendances et pour transformer le continent, puisque vous le rappeliez tous, c'est de l'argent qui est là pour transformer l'économie et l'industrie du continent. Bien sûr. Alors, sur ce sujet-là, on peut faire un parallèle historique rapide. C'est la crise de 2008 était une crise financière majeure qui s'est suivie de la crise des dettes souveraines. Et c'est le moment où la BCE a vraiment changé de braquet et est devenue cette institution que tout le monde connaît aujourd'hui. Elle a sauvé l'Europe, elle a mis en place des programmes d'achat d'actifs, elle a vraiment acquis cette stature et cette réputation internationale qui peut-être lui faisait défaut jusqu'à la crise. Est-ce que cette crise actuelle va être la même opportunité pour la Commission européenne et l'Europe? J'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que oui, parce que la crise actuelle a posé des vrais enjeux de modèle, sur l'économie. On parlait tout à l'heure des relocalisations, on parle des chaînes de valeur, on parlait de la compétition fiscale. La crise, elle a mis en exergue un certain nombre de grands sujets fondamentaux. On y apporte un début de réponse avec le plan et les 750 milliards. Il y a aussi le budget pluriannuel européen derrière qui a été beaucoup discuté. C'est certainement une opportunité pour la Commission et au premier rang desquels pour Mme von der Leyen de passer le braquet et d'aller plus vite peut-être et de suivre un modèle un peu plus fédéral que beaucoup appellent de leur vœu au final. Bon, en tout cas, semble-t-il, si tout va bien et tous les calendriers sont tenus, je crois que le ministre Bruno Le Maire hier dans l'interview aux Échos disait que
L'argent pourrait commencer à arriver même dès 2020, donc même si l'essentiel ce sera 2021, 2022, 2023. Évidemment, restez avec nous, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, on va parler de sujets un petit peu plus légers que les 750 milliards là, qui sont très lourds. Retour dans l'AIT Smart. Nous allons, dans cette dernière partie de l'émission, balayer plusieurs sujets vus à l'étranger, une espèce de spécial vue à l'étranger. J'essaierai d'avoir vos commentaires et vos réflexions sur ces différentes petites nouvelles individuellement qui ont attiré mon attention aujourd'hui. On va commencer par ce papier dans les Échos. Tourisme, Thomas Cook repart de zéro. Alors on se souvient, Thomas Cook, plus grande faillite alors c'était avant la crise sanitaire, hein, c'était l'année dernière, une entreprise de 20 000 personnes, plusieurs milliers de touristes bloqués à l'étranger, beaucoup d'anglais puisque c'est une boîte anglaise, le plus grand rapatriement hors période de guerre organisé par le gouvernement et qui a rapatrié des dizaines de milliers de ses ressortissants qui étaient coincés aux quatre coins du monde parce que le tour opérateur a d'un coup fait faillite. Voilà. La marque a été, et puis quelques actifs rachetés par le chinois Fosun, qui est l'actionnaire du Club Med, et qui a relancé hier au Royaume-Uni la marque uniquement sur Internet avec 50 personnes. Mais c'est pour repartir, hein, c'est la marque. Alors effectivement, il n'y a plus d'agence, tout a été vendu ou liquidé. Est-ce qu'on peut, votre sentiment là sur ce premier sujet, relancer une marque qui a connu quand même un sacré bad buzz, hein, compte tenu est-ce que ça vaut le coup, selon vous? Est-ce qu'une marque qui a 160 ans, je crois, hein, a toujours une valeur? Est-ce que cette initiative de repartir avec un petit site de voyage Thomas Cook quasiment from scratch vous paraît maligne, pertinente ou au contraire aberrante? Je crois beaucoup à la puissance des marques. On sait tous que quand on crée une entreprise, ce qui est le plus compliqué, c'est de développer une image de marque et d'asseoir une marque. Une marque, ça prend énormément de temps, hein, même avec parfois de gros moyens financiers. Donc quand on a la chance d'avoir déjà une marque qui est ancrée dans les esprits, qui est connue, en l'occurrence là du grand public, je pense que c'est déjà un énorme avantage. Je pense que nos investisseurs chinois, d'ailleurs, s'y trompent pas. Sinon, ils auraient recréé une start-up de zéro sans l'appeler, sans partir mais là, avec la marque Thomas Cook. qui a été particulièrement abîmée. Il y a eu des manifs dans la rue. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne vais pas refaire l'histoire, on s'en souvient tous. C'est vrai, mais on connaît tous, encore une fois, dans ma jeunesse, citer une marque comme quand j'étais jeune, on avait notre doudoune Chevignon. Ouais. Bon, voilà, la marque a complètement disparu. Et maintenant, on commence à avoir plein de jeunes avec des doudounes Chevignon, ça revient. Il y a les fameuses Jordan. Bon, enfin, voilà. Donc les marques, ça a une puissance, ça a une histoire, et si derrière on réinvestit intelligemment, si derrière on transforme le modèle en utilisant intelligemment la marque là où elle était très forte et en y apportant la technologie, la digitalisation et une nouvelle offre produit, je pense que ça peut réussir. Bon, le seul problème de nos amis en ce moment, c'est que tant qu'on va avoir une pandémie... en plus, on ne peut plus prendre l'avion. Donc au niveau mondial, où on va tourner entre Sydney et Sydney, Paris et se limiter à ça, je pense que ça va être compliqué quand même dans les mois à venir. Mais en fait, il commence par le marché chinois avant des voyages au sein de la Chine pour les Chinois avec une marque britannique. Vous croyez au renouveau possible de Thomas Cook? Moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Nicolas. Ça ne sera pas la première marque à revenir d'un vrai bad buzz. Il y en a plein. Enfin, moi, j'ai peut-être un peu moins d'expérience que Nicolas, mais quand j'étais jeune... Vous n'avez pas porté des vestes Chevignon, mais... Non, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait Nike qui avait eu un vrai bad buzz avec le travail des enfants et des boycotts. Et aujourd'hui, Nike, c'est une marque formidable qui est au panthéon de toutes les marques de sport et qui a une image de marque... difficilement contestable. Donc, ça ne sera pas la première marque à se relever d'un bad buzz. Et ensuite, en particulier sur le marché des voyagistes, où c'est très compliqué de se faire un nom en ligne, il faut être référencé, il faut être faut être le nom qui vient à l'esprit, il faut être l'interlocuteur naturel. Je ne vois pas pourquoi il se priverait de cet actif-là. Oui, il y a plus de gens qui n'ont pas eu une mauvaise expérience avec Thomas Cook que de gens qui ont eu une mauvaise expérience avec Thomas Cook à l'échelle de la planète, c'est sûr. D'accord. Pascal, votre sentiment, vous partagez aussi? Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, de toute façon, la marque dépend toujours de trois paramètres. Hein. La première, c'est l'effet Pavlov, ce qu'on appelle l'effet Pavlov, c'est-à-dire c'est d'arriver à imbriquer dans l'esprit des gens quelque chose qui soit positif dans cette marque. Ça peut être l'environnement. Voyage égale Thomas Cook. Avec Thomas Cook, exactement. Donc là, c'est bien fait. Le problème, c'est la question de ne pas rentrer dans des schémas de mécénat, c'est-à-dire où finalement, moyennant une vitrine
sympathiques, et derrière il se passe des choses qui ne sont pas très sympathiques. C'était le cas de Nike à une époque, etc. Donc c'est d'arriver à avoir une certaine conscience linéaire et d'être responsable, notamment tenir la que les dirigeants promesse. soient responsables par rapport à ça. Et troisièmement, c'est de faire des résultats économiques. Parce que marque sans résultats économiques, c'est pas marque. Oui. Donc il y a un cercle vertueux qui se produit. Ceux-là, ils avaient fait faillite. Voilà, tout à fait. Et donc là, maintenant, clairement. l'idée, c'est de régénérer le troisième point pour pouvoir impacter les deux autres. Puis souvenez-vous, Guillaume, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques groupes industriels du côté de l'Allemagne qui ont une image particulièrement écornée. Quand on les regarde aujourd'hui en 2020, ils ont plutôt une belle image. Donc voilà. On peut s'en sortir. Allez, rien à voir. On part aux États-Unis. Tu es amusé de voir cette annonce Stripe. Stripe, c'est une solution logicielle de paiement sur Internet en B2B. Hein. C'est pour les boîtes. Propose 20 000 $, à ses employés s'ils déménagent et qu'ils quittent des grandes villes, avec une petite baisse de salaire de 10% quand même au passage. C'est dans la rubrique Work Transform de CNN Business, ça veut tout dire. Vous croyez à cet exode des cadres des grandes villes pour aller travailler ou télétravailler à la campagne ? Allez, le jeune de la bande, Adrien. Est-ce que ça va être un modèle durable ou un changement profond ? Je ne sais pas de quelle ampleur. Mais ça va être un changement dans la façon dont on travaille. J'aimerais pas forcément être le gestionnaire de la défense en ce moment, par exemple. Donc, est-ce que l'ampleur de la modification reste à voir après qu'on modifie nos façons de travailler, qu'on impose un peu plus de télétravail ou du travail à distance, quelques jours par semaine, oui, je pense qu'on va vers là. Et ça répond aussi à des contraintes environnementales et économiques, avec notamment la pression sur l'immobilier dans les grandes villes, qui font que tout le monde va y trouver son intérêt. Oui, en l'occurrence avec une situation très particulière à San Francisco, hein, qui est la capitale de la tech, même si San Francisco n'est pas dans la Silicon Valley à proprement parler, mais qui est devenue la ville la plus chère des États-Unis. Pascal, c'est un phénomène. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps des circuits courts. C'est dans l'air du temps de la relocalisation. C'est dans l'air du temps du bien-être, du bien-vivre, enfin toutes ces choses-là qui sont d'ailleurs en partie impulsées par la génération Y et la génération... Oui, mais en même temps, les impératifs écologiques nous disent qu'il faut densifier les villes pour la planète. Donc, ce que je voudrais pas, c'est simplement que ces causes-là soient des causes externes à l'économie. C'est-à-dire qu'on les traite finalement comme quelque chose qui est un peu à part du capitalisme, qui est un peu à part. Et j'aimerais bien qu'on traite toutes ces questions-là à l'intérieur de la régulation du capitalisme, des organisations. En l'occurrence, c'est les boîtes qui font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent, mais voilà, il faut que ce soit massif. Si vous voulez. Il faut que ça concerne tout le monde massivement, les multinationales. Voilà. Et que ce ne soit pas un petit peu lobotisé pour des intérêts politiques, des intérêts un peu lobbyistes. Voilà. Nicolas, on parlait de contrepartie là, pour les États. Là, et la contrepartie, c'est une petite baisse de salaire quand même. C'est génial. Non, moi, j'adore. J'adore pour une raison très simple, c'est que c'est de l'agilité. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde a besoin de redonner du sens à sa vie. On voit bien que depuis des années, dans tous les pays et dans le monde, on a des transports qui sont saturés. On passe son temps à construire, on est dans la pollution. Parfois, vous savez que dans Paris, ici même, on met parfois 1 heure, 1 heure et demie, aller-retour avec des gens qui passent 3 heures dans les transports. Vous créez aucune valeur, vous générez du stress négatif, donc des tensions dans les entreprises. C'est une perte de temps. Donc, là où on doit faire attention, c'est de ne pas passer d'un extrême à un autre. Voilà, je pense qu'il faut être mesuré, mais je reste persuadé que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, je pense qu'on n'aura plus de CDI, quasiment plus. Les gens recherchent de la flexibilité aujourd'hui au niveau du travail. Les entreprises vont devoir s'adapter parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne rêvent plus de rentrer, je suis désolé, chez L'Oréal, à la Société Générale, de rentrer avec un poste et de faire carrière pendant 25 ans. Tout ça, toute cette transformation de nos sociétés, aussi bien d'ailleurs dans notre manière de travailler, dans notre manière d'appréhender les métiers d'aujourd'hui et toute cette transition, il ne faut pas oublier quand même qu'on a un grand nombre de métiers qui sont en train de disparaître. Ouais. On n'aura plus de comptables dans 6-7 ans. C'est terminé, c'est fini. L'arrivée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, la transformation de nos métiers, ce n'est pas une peur, c'est une opportunité. Donc tout ce qui va dans l'agilité, on parlait éventuellement d'une baisse de salaire de 10%. Oui, mais parce qu'aussi l'immobilier sera beaucoup moins cher et finalement le pouvoir d'achat, finalement, ce qui vous reste pour vivre, être heureux, éduquer, contribuer à l'éducation de votre famille, au bien-être, au loisir, au plaisir de la vie, même si vous baissez de 10%, vous serez gagnant parce que vous gagnerez en confort,
en espace, peut-être avec un petit bout de jardin. Et qui sait, avec les prochaines pandémies, ce sera peut-être un peu plus agréable que d'être enfermé dans un 35 mètres carrés dans Paris et parfois dans des conditions difficiles. Encore une fois, je vais vous titiller là, d'un point de vue macro. Pour la planète, il faut densifier les villes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, c'est tous les. Alors que, est-ce qu'on n'est pas un peu entre deux théories là, justement, d'un côté, tout le monde va aller à la campagne, et alors que c'est pas très positif sur précisément les notions d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Vous rigolez, Adrien, vous y croyez pas? Non, mais je ne vois pas pourquoi le sujet qu'on est en train d'évoquer est antagoniste avec la densification des villes. Parce que si on dit aux salariés qui sont dans les grandes villes d'aller dans les petites villes ou dans la campagne, on parle de métropole. Ouais. Il ne faut pas densifier les métropoles. L'artificialisation de l'Île-de-France. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais la plupart des économistes d'insérer à l'intérieur du système. La plupart des économistes vous disent qu'il faut arrêter d'artificialiser l'Île-de-France. Les écologistes vous disent aussi qu'en Île-de-France, on a beaucoup pris sur des terres qui sont très fortement arables, qui sont très productives et qu'il aurait fallu peut-être laisser à la production agricole. Il y a Smart City aussi. Il y a moyen de repenser. Oui, mais si toutes les petites villes viennent des villes moyennes et si toutes les villes moyennes viennent des grandes villes, même à l'exception des métropoles, ça pose un sujet quand même. Parce que vous parlez de non, pardon, excuse-moi Adrien, mais non, pas du tout, parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme on va quitter les grandes villes, l'immobilier va baisser. Comme ça va baisser, ça va permettre à certaines personnes de réinvestir justement avec un immobilier qui est plus convaincant. On sait tous que l'immobilier, par exemple... sur la question du prix de l'immobilier, j'ai aucun doute. Moi, j'essaie de vous titiller sur la question écologique. Ce qui va être déréglé d'un côté, ça va se régler de l'autre. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas aller dans des... Je ne crois pas de passer du noir au blanc. Okay. Voilà. Il faut de la mesure, de l'agilité et beaucoup de bon sens. Allez, je poursuis ma revue de presse. Ça, c'était la grosse info. Enfin, c'était un peu attendu du début de l'après-midi. Enfin, en tout cas, ici, hors de Paris. Les États-Unis ont officiellement décidé de bannir TikTok des App Store et Google Play Store à partir de dimanche et de complètement bannir pour le coup WeChat, pas uniquement y compris le WeChat qui existe, donc c'est-à-dire que WeChat n'existe plus aux États-Unis à partir de ce week-end et TikTok disparaît des stores. Vraisemblablement en attendant de régler le sujet de façon définitive de la propriété de TikTok. Vous êtes trop vieux pour utiliser TikTok, Adrien, même si vous êtes... Voilà. Ça vous inspire quoi au moins, il dit qu'il le ferait, Trump, il le fait. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Il fait beaucoup ce qu'il dit. Ça m'inspire quoi? C'est la poursuite à la fois des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qu'on observe maintenant depuis plusieurs années. Ça pose aussi la question, peut-être on peut prendre un pas de recul sur la gestion des données et avec qui on a envie d'échanger nos données. Ce que ça m'inspire, c'est, vous l'avez dit, c'est Trump qui... sur le principe, alors si on revient sur l'histoire. Mais c'est pas idiot en termes de protectionnisme. Les États-Unis souhaitent rester et se constituer encore un grand patrimoine numérique et digital. Ils souhaitent rester les leaders sur ce sujet-là et ils se protègent. C'est pas idiot. Nicolas? Oui, moi, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Juste mes filles de 7 ans et 10 ans, déjà, on va pas aller vivre aux États-Unis parce que si on leur enlève TikTok, elles vont être malheureuses comme les pierres. Elles auront à peu près... de voir un petit peu les réalisations, tout ça. Bon, voilà. J'ai pas plus d'avis que ça, honnêtement, sur le sujet. Voilà, ça me... Bon. Pascal? Oui, la donnée doit être utilisée pour créer de la valeur, mais elle ne doit pas être partagée sans qu'il y ait une certaine transparence. Et aujourd'hui, on est loin de là encore, je crois. Y compris sur les plateformes américaines. Bien sûr. Sauf que lui, Trump, il sait, parce que c'est américain. Donc effectivement, Trump ou n'importe qui, ou ses successeurs d'ailleurs. Alors à propos de ses successeurs, USA 2020, les Américains commencent à voter. Alors, on croyait que c'était le 3 novembre, peut-être, nos téléspectateurs. Non, comme le vote par correspondance est autorisé aux États-Unis dans plein d'États, dans quasiment tous les États, avec plus ou moins des critères, les Américains commencent là, dès aujourd'hui, à voter pour... l'élection présidentielle, cette polémique autour du vote par correspondance, on a déjà parlé de Trump, mais ça vous... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va assister à nouveau à un grand spectacle où on va compter, recompter et re-recompter à nouveau.
Je pense qu'on est devant un combat et avec des recours extrêmement importants. C'est vrai que c'est la politique américaine, c'est la législation américaine. C'est assez étrange d'avoir un système de vote finalement qui s'étale. Il n'est pas du tout unifié, parce qui que n'est chaque pas État, unifié, y compris pour les élections nationales, chaque État a sa propre organisation de l'élection. Et c'est propre aux États-Unis. nous paraît un peu dingue. Voilà. Ce qui est propre aux États-Unis et ce qui est marrant, c'est que pour un pays qui est quand même très moderne, très en avance, en tout cas dans les technologies, dans les systèmes d'information, dans l'intelligence artificielle, du point de vue du vote, ils font vraiment très archaïque et très, très, très en retard. Alors, on n'a pas de leçon à leur donner sur le sujet. Je pense qu'en France, on est encore avec nos petits bulletins, avec 17 listes, à mettre notre petit papier dans l'enveloppe. Globalement, ça marche assez bien quand même. Ça marche bien. Je parlais juste en termes de Il y a rarement des élections qui ont été recomptées pendant 6 mois quand même. Chez nous, des fois, on recompte une fois quand on est à 15 voix près. Pascal, un sentiment? Non, j'ai pas de sentiment là-dessus. Adrien? Juste peut-être pour compléter, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. Vous évoquiez le fait qu'il y avait déjà eu un précédent et des contestations. Et il sera intéressant de voir si Trump reconnaît sa défaite, parce qu'au final, c'est ça qui avait mis fin aux contestations précédentes. C'est que le perdant avait reconnu que, même s'il y avait une incertitude, il reconnaissait la légitimité. Dans l'hypothèse où il serait défait. Oui, les premiers sondages laissent. Ah, oulala! Il y a 4 ans, c'était perdu. Adrien croit encore au sondage aux États-Unis. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous. Très bon week-end. On se retrouve lundi. Bonne soirée. Late & Smart vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.